cette nouvelle édition de l'EBMcast. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et avant toute chose, l'équipe des podcasteurs ainsi que l'INDE vous souhaite une très bonne année, des meilleurs Bonne vœux. année. J'espère que tout se passera bien pour vous. Voilà, alors, lors du dernier live, du premier épisode, nous avons présenté l'émission et nous avons présenté son concept en revenant sur son thème principal, le théâtre. Donc, on a parlé du théâtre de manière personnelle, par le biais de notre vécu, mais aussi de manière générale, son impact sur la société, en art, et sur les étudiants qui sont le symbole des nouvelles générations. Tout à fait, et on a souligné aussi des questionnements par rapport au premier live que vous avez eu, et on peut directement en live y répondre. J'ai ma petite tablette, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui est un jour spécial puisqu'on reçoit une invitée très spéciale, la directrice artistique de l'EBMK, Lifou Messika. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va commencer par une question assez générale. Quel était votre parcours, vos études qui vous a amené jusqu'à la directrice générale ? D'accord. Bien bonjour, merci pour l'invitation. Donc je suis la directrice artistique de l'espace Bernard-Marie Coltès. Donc l'acronyme c'est EBMK, mais c'est bien aussi si on peut, parce que cet auteur j'y tiens, j'aime beaucoup ce qu'il écrit et c'est vraiment l'emblème des écritures contemporaines. C'est vraiment la porte d'entrée, le moment où on peut considérer que ces écritures sont vraiment ancrées dans le réel, dans l'émotion aussi. Et une écriture très poétique et vraiment qui fait appel au ressenti des lecteurs déjà dans un premier temps, puis des spectateurs dans un second temps. Et j'ai commencé mon parcours en faisant de la sociologie de la culture, en me spécialisant dans la sociologie de la culture et de la mise en scène avec un DESS de consultant culturel. Et mon mémoire, c'était sur le rôle du metteur en scène dans la société contemporaine. Comment finalement on a un auteur, qu'il soit contemporain ou pas, et ensuite un deuxième auteur qui est le metteur en scène, qui vient réécrire quelque chose. Par exemple, je vous donne un exemple sur un classique, par exemple, qui va être, je ne sais pas moi, Britannicus, prenez cet exemple, de Racine. Il a été mis en scène par des grands metteurs en scène, et puis dernièrement, à l'espace Bernard-Marie Coltès, il a été mis en scène par la compagnie Mavra et Jean-Thomas Bouillaguet, qui l'a revisité. Donc lui, il a proposé une réécriture scénique, en gardant le texte original, bien sûr. Donc on avait un texte, puis une écriture scénique. Donc voilà, c'est vraiment cette notion-là que j'ai pu étudier. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir comment, quand on s'empare d'un texte, donc par exemple, si on a un texte contemporain aujourd'hui que un metteur en scène X et un metteur en scène Y le mettent en scène, on aura deux choses différentes. Ça revient aussi à ce que, quand on voit un spectacle, le spectateur d'à côté, notre amie, notre voisine, elle va voir quelque chose, et c'est vraiment la force du théâtre de pouvoir imaginer en même temps ce qu'on voit. C'est pour moi l'art, c'est pas l'art unique, bien sûr, l'art suprême, parce que tous les arts sont super importants, mais le théâtre, il fait appel à l'imaginaire, au sensible, et c'est ce qui fait sa force. Du coup, en fait, tu as un peu généralement été baignée dans le domaine culturel et théâtral. Alors, pas forcément depuis que je suis petite. Je pense que j'y suis arrivée justement grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui les EAC, les actions d'éducation artistique et culturelle, qui sont fortement développées grâce à l'État finalement. C'est l'État qui nous permet que dès le plus jeune âge, par exemple, la ville de Metz, elle est 100% EAC. C'est-à-dire que tous les élèves sont censés avoir été en contact avec une ou plusieurs œuvres d'art, un ou plusieurs artistes au long de sa scolarité. Et en fait, même si j'avais des parents qui s'intéressaient à la musique et au théâtre et que j'avais un abonnement à la salle de la ville où j'habitais, ce qui m'a vraiment mis en contact avec ça, c'est les actions de médiation qui étaient mises en œuvre en fait. J'ai un souvenir, d'ailleurs, c'était le CID, avec du théâtre d'objets, et j'ai encore un souvenir, on avait visité l'équivalent du décor avant, et ça m'est resté. Après, j'ai voulu travailler dans un théâtre, dans le théâtre de la ville justement, où j'étais, à Pontoise, à Cergy-Pontoise, et ça m'a vraiment donné envie de continuer à travailler dans ce milieu. Et comme je pensais que c'était pas pour moi, le théâtre, donc c'est ça aussi qui est intéressant, et ce pourquoi je milite au sein de l'espace Coltès, c'est que le théâtre, en fait, c'est pour tout le monde. Simplement, c'est vrai qu'au début, on n'a pas les clés, on pense que c'est pas pour nous, mais il suffit juste qu'on soit en contact une fois avec quelqu'un qui nous dise « Mais viens, tu vas voir, c'est facile, c'est accessible, c'est pour tout le monde ».
et c'est vraiment un contact qui permet de pouvoir se l'approprier, en fait, c'est ça. Oui, c'est quelque chose dont on avait parlé, le rapport du théâtre avec les jeunes, notamment le fait qu'aujourd'hui, que ça soit au collège ou au lycée, on peut lire directement des pièces de théâtre, parce qu'on c'est pas qu'on nous force, mais on nous l'introduit directement dans le cursus commun. Donc c'est vrai qu'on est tous touchés en fait d'une manière ou d'une autre par le théâtre sans s'en rendre compte, et ça peut être ultra positif parce que ça permet d'avoir une pensée très critique, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial. Par exemple, quand j'ai été voir la pièce Le jour où j'ai compris que le ciel était bleu, à l'espace Bernard-Marie Coltès, et l'écriture, la mise en scène, le jeu d'acteurs était très puissant. On avait vraiment le ressenti des acteurs devant nous, et l'histoire était racontée de manière très mélancolique, très dure, mais aussi très réelle. Et c'est ça qui est bien, c'est que je trouve qu'au théâtre, et même quand on est enfant, même quand on est collégien ou lycéen, quand on lit un livre de théâtre, on n'a pas, on voit la réalité même dans le livre. Quand par exemple on lit Roméo et Juliette, c'est classique, mais je veux dire, on parle directement de la mort des deux amants. On va pas essayer de le cacher, ou on va pas finir sur une fin très heureuse. C'est ça que je trouve qui est très puissant. Donc c'est pour ça que c'est vachement cool d'avoir cet accès au théâtre dès notre plus jeune âge. Et justement, comme on le dit un peu, je me rends compte que le théâtre, c'est vraiment une expérience personnelle, tout le monde le ressent différemment. Donc toi, Lifou, tu as rejoint le BMK en 2018. Quelles étaient tes motivations derrière ce choix, et qu'est-ce que tu voulais apporter justement à cet espace de diffusion du théâtre? Alors, en fait, quand j'ai vu que cette place était libre, j'ai eu envie de proposer mon projet. Et mon projet, c'est vraiment une fabrique du citoyen à travers le théâtre. Et j'ai présenté ce projet. Donc, en fait, la fabrique du citoyen, pour moi, elle s'articule sur 4 axes, qui sont la fabrique du spectateur, la fabrique de spectacle, la fabrique de liens et la fabrique de savoir. Pour moi, tout ça, on peut le trouver grâce au théâtre. Il se trouve que la fabrique de savoir, c'est l'Université de Lorraine par excellence. Donc, j'avais déjà un axe qui était déjà en place. Et charge à moi, du coup, de proposer les 4 autres. Alors, la fabrique de spectacle, c'est tout ce qui est accompagnement à la production, à la coproduction des spectacles du Grand Est, puisque le théâtre se trouve plus largement dans la région du Grand Est et est accompagné financièrement par la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, et la région Grand Est, et le département de la Moselle et la ville de Metz. Donc ces 4 partenaires financiers permettent de pouvoir financer, avec évidemment principalement l'Université de Lorraine, cette diffusion de spectacles et la possibilité d'accompagner financièrement les compagnies. Donc ça, c'est la fabrique de spectacles. La fabrique de spectateurs, en fait, c'est tout ce qui, à partir des spectacles qui sont créés, vont nous permettre de créer du lien avec les jeunes spectateurs. Les actions de médiation dont je parlais tout à l'heure, par exemple, le fait que systématiquement, à l'issue de chaque spectacle, on propose une rencontre, ce que nous on appelle des bords plateaux, mais c'est une rencontre avec les artistes. Donc déjà, lorsqu'on a assisté à un spectacle, déjà on a reçu plein d'émotions, on peut les partager après, on peut on peut poser les questions si on n'a pas compris quelque chose, ou si on a envie juste de dire voilà, moi ça m'a plu, ou moi non, ça m'a pas plu, ça m'a mis en colère. Et en fait, quelque part, c'est vraiment à cet endroit-là que se trouve la force du théâtre, c'est qu'il permet pour moi de libérer la parole. On est vraiment dans quelque chose de sensible. Il y a évidemment l'intellect auquel on fait appel, mais c'est surtout quelque chose qu'on reçoit. Par exemple, dans Le jour où j'ai compris que le ciel était bleu, moi ce spectacle, je le trouve bouleversant. Il est force d'émotion, c'est incroyable. Et ce qui fait que quand on sort, sur le coup, on n'a pas forcément envie de parler, mais d'écouter son voisin de banquette qui pose une question, petit à petit on se dit ah ouais, c'était ça permet aussi de relâcher la pression. Enfin, ce temps d'échange à l'issue d'un spectacle, moi, me paraît essentiel. Juste, très simple, pouvoir échanger aussi avec l'artiste, de voir que l'artiste que peut-être on a eu la chance de rencontrer avant parce qu'il y a eu un temps de médiation, je sais pas, il a les mêmes baskets que vous, il est habillé pareil, c'est un humain, et que voilà, ça permet aussi de rendre accessible le théâtre et de ne pas s'imaginer que c'est un truc totalement perché et qui est
qui n'est pas accessible en fait. Donc il y a toutes ces choses-là, ces phases-là. Et donc la fabrique du spectateur, c'est aussi des dispositifs que nous on a inventés à l'espace Coltès, tels que le spectateur en résidence, puisqu'on a des compagnies qui viennent en résidence pour créer leur spectacle. Elles viennent au départ me voir, elles ont juste un texte et une équipe de comédiens, mais elles n'ont pas de lieu, pas forcément de moyens. Donc elles vont voir des directeurs de salles comme moi, dans toute la région et même dans la France entière. Et elles disent, voilà, est-ce que ce spectacle te paraît correspondre à ce que toi tu as envie de défendre et est-ce que tu peux m'accompagner là-dessus? Alors ça peut être financier, mais pas uniquement, ça peut aussi être des conseils, ça peut être des conseils artistiques, ça peut être des conseils totalement pratiques sur la construction d'un budget, la construction d'une structure, quelle autre structure, mais au sens partenaire institutionnel, on peut aller démarcher. En fait, cet accompagnement, il est aussi important que l'accompagnement financier. Okay. Et donc ça, c'est la fabrique de spectateurs. Je navigue un peu entre les deux parce que finalement, tout est lié. Et après, la fabrique de liens, pour moi, c'est parce que je pense que le théâtre, c'est certes... Alors, pour moi, je vous dirais essentiel parce que c'est ma vie, ma passion, mon métier, enfin c'est un peu tout. Et quand j'ai du temps libre, je pense que je vais encore au théâtre. Mais c'est aussi que... j'ai perdu mon idée. Mais c'était quoi juste avant, mon Dieu? La fabrique des liens, le fait que... Ah oui, la fabrique, voilà. Non seulement c'est quelque chose de tellement essentiel parce que voilà, c'est une passion, mais en même temps, c'est aussi un outil. Et je ne perds pas ça de vue. C'est que c'est un outil qui permet de créer du lien, de générer de la parole. Donc à la fois, c'est un peu un double outil pour moi. C'est quelque chose de très important, mais aussi je sais que ça peut être juste un prétexte à se rencontrer. À la sortie d'un spectacle par exemple, on a vu un très, très beau spectacle de la Soupe Compagnie, et c'était Je hurle sur les femmes en Afghanistan qui s'immolent ou qui sont arrêtées, assassinées, sous prétexte qu'elles écrivent de la poésie. Donc ce spectacle était vraiment bouleversant, un peu documentaire, qui utilisait des bouts de papier pour représenter des personnages. Donc en fait, je vous imaginez un bout de papier qu'on froisse, on le déchire un peu et d'un seul coup ça devient une femme qui danse avec une robe, presque un ange aussi. Et ça nous a vraiment fait voyager, fait prendre conscience aussi de ce qui se passait, des jeunes filles plus jeunes que vous même. Très politique du coup. Totalement politique, totalement engagées en fait, vivent au quotidien quand nous on est là. Voilà, après c'est pas une question de jugement, mais ça fait prendre conscience de choses. Et à la sortie du spectacle, on a eu la chance d'avoir une de ces femmes, une femme qui avait été ministre à l'époque dans ce pays-là et qui avait finalement fui son pays et le régime politique. Et c'était vraiment très touchant d'échanger avec elle, qu'elle nous raconte ce qu'elle vivait, qu'elle renforce finalement les propos de ce qui se passait dans la pièce de théâtre et que des gens puissent parler aussi entre eux et puissent aussi accompagner, se dire « Ah bah tiens, j'ai entendu dire que telle jeune fille venait d'arriver d'Afghanistan, et ben ouais, peut-être qu'on peut l'aider, peut-être que... » Je crois qu'elle avait un problème pour s'inscrire à l'université de Lorraine, donc il y avait une autre personne qui disait « Ah bah oui, mais moi je peux faire en sorte qu'elle puisse rencontrer un tel. » Et donc du coup, ça permet ce lien, c'est dans ce sens-là. Ça, c'est un exemple très fort dont je vous parle, parce qu'il a eu lieu, je crois que c'était en février dernier. Mais voilà, ça a généré beaucoup de choses, beaucoup d'échanges, beaucoup d'émotions, aussi bien pendant le spectacle qu'après. Et c'est un temps fort qu'on a quasiment à chaque spectacle, alors différemment, parce qu'ils ne sont pas tous aussi engagés que celui-ci, mais ils ont tous en tout cas un regard, ils apportent tous un éclairage sur la société dans laquelle on vit. C'est un peu le trait commun finalement. Et du coup, tu nous as parlé du coup, de ces pièces qui t'ont marqué ou des pièces que tu as vues, que tu as programmées, mais est-ce que du coup tu as une idée très précise de la programmation que tu veux faire lors du début de saison, ou c'est déjà depuis quelques temps que c'est dans ta tête? Alors, en général, la programmation, elle arrive au minimum un an à l'avance. Je vois beaucoup de spectacles, que ce soit au Festival d'Avignon, à Paris, ça peut être à Lyon, enfin c'est là où j'essaie de voir. Étranger aussi? Je vais peu à l'étranger, mais oui, j'y vais aussi de temps en temps quand il y a des possibilités de le faire en fait. Oui, mais typiquement, j'ai quand même un fil rouge. Okay. J'ai un fil rouge dans toutes mes programmations. Notamment, donc, il y a des conventionnements. Donc, nous sommes scènes conventionnées d'intérêt national, c'est pour 4 ans. Donc, la fin, c'est décembre 2024. Et pendant ces 4 années, j'ai imaginé un fil rouge qui tourne autour de la société en mots MAUX, le corps dans tous ses états, et
la notion d'étranger avec des guillemets, un point d'interrogation, quoi. Parce que typiquement, vous et moi, à la base, on est étrangers. Oui, c'est On ne sûr. se connaît pas. Mais voilà, de base, je vais me dire que j'ai pas peur de vous, mais de l'étranger, en général, on a peur. Et l'idée, Oui. c'est vraiment de se dire, essayons d'affiner un peu ce qu'on entend par étranger, parce que c'est facile de dire, ah oui, non, mais voilà, j'ai peur ou je n'ai pas envie d'aller vers. L'idée, c'est vraiment de casser ces barrières et de se dire, voilà, apprivoisons ces notions, et puis elles seront plus familières. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller vers l'autre sans a priori, même si je sais que c'est pas évident. Mais donc, la société en mots MAX, les corps dans tous les états. Donc là, c'est vraiment les 3 thématiques fil rouge. D'accord. Et à l'intérieur de ça, chaque saison, ça s'est décliné différemment. Je vous donne un exemple. La première saison, la société en mots, c'était plutôt la structure familiale, des spectacles sur l'héritage, sur le passé, où on venait interroger la place de la famille dans la société, D'accord. ou bien sa place dans la famille. Autre exemple, l'année suivante, c'était le système financier. Donc on a trouvé un spectacle qui parlait d'une société en difficulté et comment une société peut être réduite à néant dans des cas d'absorption par un autre groupe, etc. Mais là, quand je vous dis ça, vous allez dire, oh là là, ça devait être peut-être un peu pénible cette histoire. Mais Même compliqué à trouver. Je veux dire, parce que c'est des fois des thèmes très précis. oui, mais après, voilà, je me renseigne aussi, je cherche, je suis plutôt proactive. En fait, je ne me contente pas juste d'aller voir des spectacles. Ça, je Oui, le c'est fais sûr. pour essayer de voir le plus de choses possible pour vraiment choisir. Mais par exemple, ce spectacle-là, c'était un spectacle un peu documentaire, musical aussi. Donc, c'était vraiment un moment distrayant en même temps qu'on était assez effarés de ce qui pouvait se passer. Alors, peut-être que les personnes qui sont à l'IAE de Metz, par exemple, ou de Nancy, ils seront peut-être plus au courant de tous ces remaniements, etc. Et d'ailleurs, c'était aussi l'occasion de travailler avec eux et que les étudiants puissent venir assister au spectacle et puissent échanger. Après, le bord plateau, à ce moment-là, il a été super long. Et je me rappelle, c'était avec Yves Moulin, c'était plutôt vraiment très, très dense, en tout cas. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, on a eu aussi un spectacle trop sympa sur le système bancaire international, et notamment sur la banque mondiale. À savoir, c'était un fou dans un asile avec des morceaux de sucre qui nous racontait, qui nous faisait comprendre, mais vraiment, le système des subprimes américaines. Et moi, j'étais la première fois où je l'ai vu, je me suis dit, mais il est trop génial ce spectacle, parce que on comprend enfin le fonctionnement en fait de tout ça. Et grâce donc à un spectacle, on passe un bon moment, on rit, puisque du coup, c'était vraiment marrant. Et en plus, on apprend des choses. Donc ça, c'est vraiment le spectacle idéal, en fait. Et voilà, l'idée, c'est aussi de proposer vraiment des spectacles comme ça. C'est pas du divertissement. En fait, la seule chose que je n'aime pas, en fait, quand je programme quelque chose, c'est un spectacle où, quand je sors, ok, je me demande, ok, j'ai vu ça, mais quoi? Oui, qu'est-ce qu'il vous a appris? Oui, Qu'est-ce qu'il a transmis comme celui-là, c'est message? sûr qu'en général, il a peu de chances d'être programmé, parce qu'en fait, moi, j'ai besoin que ça dise quelque chose. J'ai besoin de partager ça avec le public, avec les spectateurs, pour qu'il y ait au moins une base de discussion, d'échange, même pour eux, en fait, je sais pas. Enfin, Je sais pas si c'est le meilleur des exemples, mais par exemple, l'année dernière, j'avais été voir Tropique de la violence. Ah oui. Et vraiment, quand je suis sorti de ce spectacle, j'étais totalement bouleversé. Parce que la manière dont c'était raconté, tout derrière, le message, la crise écologique, la crise économique, la crise humaine. Ouais, la situation à Mayotte. La situation à Mayotte, c'était. En fait, c'est. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible que ça soit à ce point-là. Et ensuite, quand je me suis renseigné, je me suis rendu compte que c'était pire. Ouais, c'est Et ça. c'est ça qui, en fait, c'est magique, mais à la fois horrible, mais dans un bon sens et dans un mauvais sens, parce que ça nous transmet du savoir, comme tu nous l'as précisé, avec la fabrique du savoir. Et d'autre côté, on se dit, mais nous, on vit ici, on est relativement bien, on vit bien, mais il y a certaines personnes qui vivent des choses horribles. Donc c'est super intéressant là, ce côté d'avoir le corps avec ses mots, dans tous les mots, pardon. On a vraiment un fil rouge en fait dans la plupart des spectacles. En tout cas, ça me fait plaisir que tu l'aies vu. Ce que tu dis, c'est chouette, parce que c'est vraiment ça l'objectif, que quand on a vu un spectacle, ensuite, évidemment, il faut qu'on soit un peu proactif aussi, et d'avoir été chercher tout ce qui se passe sur Mayotte. Et effectivement, c'est pire. Mais en même temps, au moment où on était dans le spectacle, on était complètement dans cette histoire, on était vraiment transportés. Et c'est vraiment cet équilibre-là entre le rêve, l'imaginaire, et en même temps d'apprendre quelque chose et de ne pas rester sur un truc qui nous a juste divertis. Donc, et en plus, on n'est même pas passif, en fait, on est actif, parce que vu qu'on est devant les acteurs, on nous montre ce qui se passe, les acteurs nous crient dessus,
Et en fait, ça nous permet vraiment de nous rendre compte que on ne doit pas être passif face à ce genre de choses. Il faut qu'on soit actif, même que ce soit par les réseaux sociaux, des choses comme ça. Moi, je sais que ça m'a vraiment marqué, mais profondément. Quand je suis sorti, je me suis dit, d'accord, ça c'était un spectacle incroyable. Ouais, À un vrai. point où je l'ai même réutilisé quelques mois plus tard dans un dossier que je devais faire sur une pièce de théâtre. Et c'est vraiment ultra puissant. Un autre exemple, c'était alors la compagnie des Bâtards Dorés, Ah oui. c'était 100 millions qui tombent, je Ok. crois, qui aussi avait une esthétique vraiment très particulière, mais on a une double lecture sur la famille, sur la société, sur un peu aussi la folie, si je peux le dire, et c'est incroyable, honnêtement. Ouais, les Bâtards Dorés aussi, on les a accueillis 2 fois. Vous avez raté Méduse. Ah. C'est dommage. Mais il repasse en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais ce spectacle, je vous le dis à tous parce que c'est vraiment un spectacle qu'on a beaucoup aimé à l'Espace Surtout à vous. Coltès. Ouais, surtout à vous, spectateurs. C'est que je crois qu'il se joue au Théâtre des Célestins à Lyon et à Paris, peut-être au 104, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, Méduse, c'est un spectacle autour du radeau de la Méduse et de ces fameuses personnes qui étaient sur un radeau, donc livrées à elles-mêmes. À un moment donné, il s'est posé la question. Ils étaient genre plus de 100 quand il y avait, je ne sais plus les chiffres parce que je ne suis pas trop sur les chiffres, mais 26 places et des vivres pour 26 personnes pendant X temps. À un moment donné, il n'y avait plus rien à manger, il y avait des gens qui mouraient et ceux qui sont restés vivants ont mangé leurs collègues là, morts. Donc c'est glauque, mais en même temps c'est vraiment très puissant dans le jeu, dans la stylisation et dans la transposition, la symbolisation de tout ce qu'ils ont réussi à faire. Et ça c'était le procès en fait de ces gens-là. Ok. Et en fait on navigue entre des scènes où ils revivent un peu ce qui s'est passé sur le radeau et en même temps le procès. Et du coup il y a vraiment des moments de réflexion aussi sur se dire bah oui mais si on les avait pas mangés, on serait morts aussi. Et puis ils étaient morts. Et puis, enfin bon, moi je vous dis pas là, c'est à vous d'aller voir le spectacle, mais de découvrir ce spectacle. Mais c'est vraiment d'une force. Où là, moi je me suis dit, ce spectacle-là, typiquement, je suis rarement bouleversée à ce point, mais là, c'est vraiment, mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place? Et là, du coup, en fait, on se retrouve dans le questionnement où on est, même nous, atterrés de cette réalité qu'ont pu vivre des gens et comment on aurait fait. Donc voilà, c'est une petite parenthèse pour Méduse, mais je vois que vous êtes un spectateur assidu, donc je ne peux que vous inviter à aller voir un super spectacle qui va arriver, et vous tous aussi. C'est Tom na Fazenda. Ok. Là, il y a l'affiche, je ne sais pas si on peut la montrer, mais c'est vraiment un spectacle coup de cœur. Alors, chose assez rare et exceptionnelle, c'est qu'on a eu l'opportunité d'aller tous en équipe au Festival d'Avignon, pas cet été aussi, mais l'été d'avant, donc en juillet 2022, et on a découvert ce spectacle, et ça a vraiment été l'unanimité, parce que ce spectacle, à la fois, il y a un texte, puisque donc du coup, les écritures contemporaines nous importent, le texte, la matière texte est vraiment au cœur de tout le processus de création, des créations qui sont à l'Espace Coltès. Et en plus, il a une autre dimension parce qu'il est interprété par une compagnie brésilienne. Donc ce spectacle est en portugais brésilien. Pareil aussi, s'il y a des amateurs de spectacles en langue étrangère, il est surtitré, je vous rassure tout de suite, en français. Mais en tout cas, en portugais brésilien. Et en fait, la dimension corporelle, elle est vraiment très forte et beaucoup plus forte que dans le théâtre français européen. Ils ont une autre dimension, en fait, l'Amérique du Sud, c'est autre chose et c'est vraiment une esthétique différente. Et là, c'est vraiment un combo des deux. Le texte plus l'engagement physique et corporel dans la pièce. Et c'est vraiment, je ne veux pas vous spoiler le truc, mais c'est une adaptation de Tom à la ferme, un film de Xavier Dolan. Alors l'auteur original, c'est Michel-Marc Bouchard, un auteur québécois. Xavier Dolan est tombé sur le texte, en a fait une adaptation au cinéma qui est très réussie d'ailleurs et qui est assez similaire à ce que vous allez voir. Ouais. Mais voilà, là c'est version portugais-brésilien et très très forte. Vraiment, ne ratez pas ça. Bah, je pense que non, parce qu'étant donné que j'aime beaucoup Xavier Dolan, je pense que j'allais le voir du coup. Et du coup, moi j'ai une question par rapport à ça, plus axée sur la réception. Mais est-ce que tu remarques des différences entre les générations face au spectacle que vous proposez au théâtre? Alors, ce que je ne programme pas forcément souvent, parce que c'est pas forcément ma came, on va dire. Ouais, c'est pas forcément ma came, c'est les écritures de plateau.
Moi, en fait, j'aime le texte écrit, j'aime la démarche dramaturgique qu'il y a dans un texte et qui me paraît parfois plus aléatoire dans une écriture de plateau, même s'il y en a une, hein, mais voilà. Donc les écritures de plateau, j'en ai quand même accueilli, ça m'est arrivé, notamment parce qu'on a des partenariats avec Passage Transfestival ou autres, mais là, en l'occurrence, c'était en association avec Passage. Eh bien, c'était une écriture de plateau. Eh bien, je pense que les jeunes gens sont plus sensibles. Il y a eu aussi un truc très performatif, un spectacle très performatif de Julien Royer, ça s'appelait Passif. Ben, ces formes-là ont tendance à quand même beaucoup plus séduire les jeunes générations, on va dire. Alors qu'un spectateur un peu plus âgé va peut-être être plus sensible comme moi au texte. Il n'empêche que les deux sont programmés, que même si c'est pas... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que peut-être je peux faire un petit aparté sur le rôle de directeur artistique, et qui est qu'on ne programme pas forcément uniquement ce qu'on aime. Oui, ça c'est sûr. Et que des fois, Ça t'est déjà arrivé de programmer des spectacles qui ne t'ont pas forcément plu, mais tu t'es dit ça pouvait plaire à certains types de publics. Oui, totalement. Oui, bien sûr, ça m'arrive. On va pas te demander de donner des Non, exemples. on ne donnera pas de nom. Mais en revanche, cette année, on peut dire que cette saison, qui est la 25e saison de l'Espace Coltès, c'est 14 spectacles, 14 coups de cœur. Donc là, Ah oui, oui, quand ah, même. donc ça va. Mais Ah oui, ouais. alors après, c'est pas que je déteste le spectacle. Non. Je vais pas programmer un spectacle que je déteste quand même. Juste qu'il vous a pas touché. Bah, il m'a pas touché, mais je pense qu'il a un intérêt et que si moi il me séduit pas, il séduira. Et, effectivement, le fait est, la plupart du temps, c'est le cas. Les gens sont emballés et ça plaît. Alors, mais il y a aussi une petite frange de spectateurs qui, je sais pas, il doit être connecté avec moi, mais quand ils sortent, on échange souvent à la sortie du spectacle. Il y a certains qui ont l'habitude de venir me parler, etc. Ben, je sens qu'ils sont un peu plus réservés. Alors là, je peux un peu me dire oui, alors c'était intéressant. Et là, on peut aussi échanger, mais voilà. J'aimerais aussi rebondir sur quelque chose que Noémie a dit. C'est par rapport à la réception des générations. Est-ce que tu vois une vraie différence entre la fréquentation du théâtre quand toi tu étais étudiante et quand nous maintenant on est étudiants? Alors, moi, j'avais l'impression que je devais beaucoup plus batailler, hein. Moi, j'avais pas la chance d'avoir des places à 1 euro. Étudiant ou non, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Étudiant ou boursier ou non. Voilà, étudiant, boursier ou non, la place est à 1 euro sur présentation de votre carte d'étudiant. Donc là, il ne faut pas hésiter. Mais avant ça, c'était à 4 euros, donc c'était pas vraiment tellement plus cher. Mais moi, c'était pas à 4 euros, c'était quand même beaucoup plus cher. Et j'avais l'impression que les invitations aussi, les facilités, c'était vachement galère. Okay. D'ailleurs, comment vous avez réussi à intégrer ce tarif 1 euro pour les étudiants Alors, au sein du BNK? L'idée, c'était vraiment de se dire pourquoi les étudiants ne viennent pas, comment peut-on faire. Donc, on a voulu tester pour savoir si c'était un frein financier. Et donc, grâce à la CEVEC, que vous payez tous de votre poche d'ailleurs, Oui. en tant qu'étudiant, vous avez toute une petite participation CEVEC. Et donc, nous, c'est une infime participation qui est utilisée pour pouvoir faire en sorte que ces places soient à 1 euro. D'accord, ok. Je pense qu'on a posé la plupart des questions que vous voulez, mais... Est-ce que le chat a des questions? Oui, déjà, est-ce que le chat a des questions? Le chat, effectivement. Ah non, pas du tout en fait. C'est juste un robot. Ok. Non, pas du tout. Mais il me semble qu'il y a la pièce Tom La Fazenda, du coup, qui est à retrouver prochainement. Oui, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Mais C'est ça, on n'a pas jeudi. donné les dates. Oui, Oui. c'est vrai. Jeudi prochain à 18h et vendredi à 20h. 18 et 19 janvier. À l'espace Bernard-Marie Coltès, au cœur du Saulcy. Voilà. Donc c'est même très facile à retrouver, vous avez soit sur Maps ou quelque chose, mais vraiment dites-vous, vous pouvez marquer Théâtre du Saulcy ou même Théâtre universitaire entre guillemets, parce qu'on peut trouver ça sur Google, et vous pouvez très facilement trouver le BMK. Moi maintenant, je vais en profiter, parce qu'on t'a demandé de ramener une petite chose. Oui, c'est vrai. Parce que c'est quelque chose qu'on veut mettre en place désormais, c'est que notre invité ramène un objet qui lui tient à cœur, qui a une petite anecdote ou non, c'est pas obligé d'être un truc de fou, mais juste quelque chose qui a quelque chose de spécial pour toi. Donc est-ce que tu peux du coup nous présenter ton objet? Tu peux le prendre en main ou quoi que ce soit. Donc alors ça c'est un Laserman, mais bon en gros c'est un couteau suisse. C'est un couteau avec, on pourrait croire que c'est un couteau, mais en fait il y a un ciseau, une fourchette, une pince, un tournevis dedans. Et en fait c'est parce que une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Lefay, qui dirigeait l'émission Les Mots de Minuit avant, quand vous n'étiez pas né peut-être, mais en tout cas une émission qui a marqué une génération. On est né en 2003. Donc, oui, bon, je sais même pas. Mais en tout cas, c'était une émission qui était assez
enfin, en tout cas regardé par les personnes qui aimaient les choses littéraires, théâtrales, etc. Il a fait une émission sur le travail et il m'avait interviewé et en fait il avait résumé la situation en disant que j'étais un couteau suisse du théâtre. Parce qu'en fait, faire du théâtre, c'est aussi... Auparavant, je dirigeais un autre théâtre dans lequel je faisais du bricolage, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la mise en scène, j'ai joué au théâtre. Tu as touché un peu à tous les aspects. Voilà, j'ai fait de la production, j'ai fait de la diffusion, je peux faire j'ai fait des lumières aussi. Enfin voilà, tout ça on fait que voilà, il m'avait appelé couteau suisse du théâtre. Alors c'est un petit clin d'œil parce que je ne savais pas du tout quel objet prendre. Donc j'aurais bien pris un livre de poésie, mais je me suis dit que ça n'avait pas d'intérêt. Mais voilà. Je ne m'attendais pas à ce petit. Ouais, non mais c'est exactement ce genre de choses qu'on voulait. Avec un objet, une anecdote, franchement c'est absolument Ah parfait. oui, parce que aussi je fais le graphisme. Donc voilà, je crois que là c'est complet. C'était le dernier outil. Du coup c'est génial de ce petit objet du coup. Bon, en tout cas, Lifou, je pense que je parle au nom de tous les trois, mais on te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment génial de pouvoir te poser des questions et t'écouter, surtout sur ton parcours, etc. Parce que nous, en tant qu'étudiants, on se pose pas mal de questions, même quand on est en CMOPC, en théâtre, ou même pas du tout dans le monde de l'art. Je pense qu'on se pose pas mal de questions et c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui est littéralement dans le théâtre, qui a vécu plein de choses, comme tu l'as expliqué, du coup, que tu es un couteau suisse du théâtre. Donc merci beaucoup du coup. Merci à vous, c'était chouette aussi. Et puis pour votre intérêt, votre fréquentation de l'espace Coltès, ça me fait plaisir. Un dernier truc, je vais juste te proposer qu'on regarde juste devant la caméra parce qu'on va prendre une petite photo. On va prendre si bien sûr si tu es d'accord, avec plaisir. on pourra la mettre du coup dans le décor et du coup tu seras avec nous au fur et à mesure des émissions. Voilà, si ça te va. Cool. On peut juste regarder devant. Parfait, voilà, du coup on va pouvoir faire le petit Ça y est screen. Ouais, c'est juste exactement. c'est 2 secondes, on pourra prendre le screen lors de la diffusion. Et du coup, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci au studio de la IMDE et tout simplement à la IMDE qui nous permet d'avoir plein de choses. Non, vas-y. Je t'en prie. Est-ce qu'on annonce notre prochaine invité? On peut annoncer notre prochaine. On peut annoncer. Comme ça, tu le découvres en même temps. C'est ça. Allez. Je crois qu'on ne te l'a pas dit. Mais c'est officiel. Donc, notre prochain invité sera un professeur et un metteur en scène qui s'appelle du coup Romain Ravenel. Et il va nous expliquer un peu son métier, encore une fois, pour découvrir un peu plus sur le monde du théâtre, tout simplement. Et répondre à nos interrogations. Et on profitera aussi de l'interview de l'émission avec Romain Ravenel pour parler de son application ici au théâtre et aussi de ses pièces qu'il a fait et qu'il fera. Parce que je crois qu'il en fait une en mars au Luxembourg, si je ne me trompe pas. Oui, ça. Et du coup, on pourra en parler. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. On vous fait des gros bisous, on vous aime. Au revoir. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.